Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Théo Skubla, cofondateur et président d'Each One, qui milite pour mieux intégrer la diversité et les personnes immigrées dans les entreprises. Dans notre débat, on parlera du secteur de l'immobilier tertiaire, comment construire plus durable, comment limiter dans les usages quotidiens les consommations en eau, en énergie. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir une fibre végétale que l'on utilise dans l'industrie textile. Une chronique signée Alexis Mathieu où il sera question de biomimétisme. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Théo Skubla. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Each One que vous avez créé en 2015. C'était quoi l'idée? Quelle ambition vous aviez? Alors en 2015, on s'est rendu compte d'un constat qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est que la France est partagée en deux grands groupes de personnes. Quand on parle des personnes réfugiées, de nouveaux arrivants, ceux qui veulent les aider les pauvres et ceux qui n'en veulent pas des pauvres gens. Or, moi j'ai une troisième conviction, en tout cas, ou plutôt je pense qu'il y a une troisième voie qui rassemble toutes les personnes comme nous qui sommes convaincus que quelle que soit leur origine, quelle que soit leur qualification de départ, quel que soit leur âge, les personnes réfugiées, les nouveaux arrivants, représentent un potentiel duquel la société n'a pas encore pris la mesure. Notre volonté, c'est de révéler ce potentiel et de montrer que d'un côté, on peut redonner un emploi durable à des personnes qui parfois attendent jusqu'à 10 ans pour retrouver un emploi durable et à la fois permettre à l'économie de répondre à des besoins structurels, de tension sur les recrutements et du coup de créer un système gagnant-gagnant. Ouais. Ni dans le discours anxiogène, ni dans le discours misérabiliste, c'est ce que je comprends en fait. Vous refusez, vous cherchez une troisième voie. Quel bilan vous faites 10 ans après? Combien de personnes accompagnées? Quel parcours vous avez croisé? Alors aujourd'hui, Each One, c'est plus de 4000 personnes accompagnées en emploi durable. Ouais. Juste cette année, c'est près de 1000 personnes qui sont formées et accompagnées en emploi, sachant que notre rôle, c'est de former de manière intensive les personnes, tant sur le plan du métier qu'ils vont exercer par la suite auprès d'entreprises partenaires qui recrutent chez Each One après nos formations, que effectivement sur le plan social, parce que notre rôle, c'est aussi de lever tout ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi, c'est-à-dire les problèmes de logement, de garde d'enfants qui pourraient venir se mettre sur la route de la recherche de la stabilité dans la vie future des personnes qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, c'est des belles histoires, c'est des personnes qui nous disent rêver effectivement d'évoluer au milieu des livres. Je pense à une personne qui s'appelle Bayokuba et qui a été embauchée dans un grand magasin pour s'occuper de tout l'étage effectivement des livres et qui revient nous voir et nous parle de sa passion qui remplit. Des personnes qui arrivent parfois avec aussi des bagages plus importants et qui font leur vie dans le domaine bancaire. Donc aujourd'hui, on a une très grande diversité de personnes qu'on accompagne. C'est 6 métiers sur lesquels on accompagne, dans 6 secteurs très différents. C'est 78 nationalités de personnes accompagnées. Et c'est des vies qui reprennent tout simplement leur cours. Oui, avec souvent, on s'est vu plusieurs fois et on avait fait une interview ensemble il y a quelques années. Moi, ce qui m'avait frappé, souvent, on parle de talents sous-employés. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi souvent ça. Absolument, oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on parle de peu, de personnes qui ont peu de qualifications, de fortes qualifications, quand les personnes viennent nous voir, en général, elles sont soit dans une situation extrêmement instable en termes d'emploi, soit dans un chômage de longue durée. Aujourd'hui, c'est 75% des personnes qu'on accompagne qui sont des publics dits prioritaires, c'est-à-dire très éloignés de l'emploi. Donc aujourd'hui, peu importe, je dirais, le niveau de qualification des personnes, que les personnes aient fait beaucoup d'études ou non, on voit que les personnes sont dans des situations qui sont effectivement bien inférieures à celles qu'elles pourraient espérer, soit en termes de mobilité sociale, de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui est très important chez nous, c'est qu'une fois que les personnes sont passées par Each One, elles gagnent en moyenne 44% de pouvoir d'achat. Et ça nous permet aussi de montrer à nos partenaires publics qu'ils y gagnent aussi dans ce système. Mais alors, c'est quoi le modèle économique d'Each One? Vous avez des partenaires, des mécènes, des entreprises qui vous payent pour former ces gens? C'est quoi le modèle? Alors, Each One, c'est une entreprise à mission. Donc, on a un modèle économique qui est autofinancé, dans lequel la principale source de nos revenus, c'est la formation professionnelle. C'est-à-dire que d'un côté, on a des grands groupes
qui s'engagent à recruter de manière annuelle plusieurs personnes. Ça peut aller de 5 à 10 personnes par petites touches sur plusieurs classes de formation qu'on met en œuvre dans l'année à parfois plusieurs centaines de personnes. Et à côté, on a effectivement nos partenaires de la formation, France Travail, qui viennent à la demande de ces grands groupes financer une partie de la formation, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois une démarche qui est compétitive pour l'entreprise, qui a cotisé d'ailleurs pour ces formations, et de l'autre côté, des personnes qui rentrent en formation, pour qui la formation est gratuite, qui sont rémunérées pendant la formation, donc qui n'ont rien à payer, et qui derrière retrouvent un emploi. Ouais. Pour les entreprises, c'est parfois, souvent, je ne sais pas, un moyen de combler des vides, c'est-à-dire que des secteurs qui sont confrontés à la problématique des métiers en tension, qui n'arrivent pas à recruter et qui se disent il faut qu'on élargisse finalement le spectre de notre champ de recrutement, quoi. Absolument, et particulièrement aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on parle beaucoup en ce moment de la remontée du chômage. Ce qui est important, c'est de souligner que dans le même temps, il y a encore énormément de difficultés de recrutement. C'est le grand paradoxe français, ça. Absolument, bon. Que ce soit sur les métiers de la vente dans le commerce, sur les métiers de la logistique, sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, sur les métiers du service à la personne, des métiers sur lesquels aujourd'hui on travaille. Et donc, ce qui est important, effectivement, et c'est aussi notre conviction, c'est qu'on n'est pas en train juste d'engager des grandes entreprises dans un acte de charité. Notre rôle, c'est de répondre à leurs besoins, je dirais, de difficultés sur les recrutements, et d'avoir une réponse économique avant tout, parce que c'est en étant ancré dans l'économique qu'on peut avoir de l'ambition sur le plan social, et ça, c'est notre conviction. Vous dites que vous leur proposez à ces entreprises un nouveau standard de l'inclusion. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, effectivement, ça recouvre un peu cette notion d'être très pragmatique dans l'approche. Ouais. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'inclusion, on a, et je me permets de caricaturer, l'histoire de grands groupes qui peuvent se satisfaire d'avoir recruté quelques personnes issues d'une diversité. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et donc, on a, entre guillemets, des actions symboliques qui permettent, entre guillemets, de justifier la bonne action de la part du grand groupe. Moi, le sujet, ce n'est pas l'action symbolique. Pour moi, le sujet, c'est de dire il y a des besoins d'un côté, il y a des besoins de l'autre aussi, au sein de l'économie. Et il y a un grand potentiel si on arrive à faire converger les deux, à faire dialoguer les deux. Et donc, il faut le faire avec ambition, une ambition de chiffres, une ambition effectivement de qualité en termes d'emploi. Et cette ambition, c'est de considérer l'inclusion pas comme un sujet seulement social, mais comme un sujet social et économique, et ancré dans le pragmatisme économique. C'est aussi ça le standard de l'inclusion, c'est se donner les moyens d'investir quand on parle d'inclusion, et pas de faire juste un acte social. Vous avez publié c'était en mars 2023, un livre aux éditions Le Cherche Midi, Le Grand Rapprochement, voilà, on le voit s'afficher, l'entreprise pour construire une histoire commune. Évidemment, le Grand Rapprochement, on voit bien à quoi vous faites référence, à ce grand remplacement en théorie fumeuse, voilà, j'assume de le dire, prouvé par personne. C'est un engagement politique quand vous choisissez un titre comme celui-là. Au même titre que tous les engagements sont politiques. Il n'y a pas de neutralité dans notre démarche. Non, mais elle n'est pas partisane. Ça pose la question du rôle des chefs d'entreprise aussi. Est-ce qu'ils doivent, d'une certaine façon, faire de la politique, au sens même noble du terme? Absolument. Ma conviction, c'est qu'à partir du moment où une entreprise emploie des personnes qui sont aussi des citoyens dans leur vie, qu'elle a un impact sur la vie des personnes qu'elle emploie, sur son écosystème de partenaires, sur le territoire sur lequel elle est implantée, alors de fait, elle ne peut pas être indépendante du politique avec un grand P. Le sujet de mon livre, Le Grand Rapprochement, c'est de dire, justement, là où on observe parfois des idéologies qui sont dehors du réel, l'entreprise, elle a une force, c'est qu'elle ne peut pas faire abstraction du réel. Elle fonctionne avec le réel, elle fonctionne avec la réalité de ses salariés, la réalité de ses partenaires et sa réalité économique. Et ça, c'est une force qui lui permet de trouver des solutions, de trouver des troisièmes voies pour parfois rapprocher des mondes qui ne se parlent pas dans la vie de tous les jours. Alors, autant je ne crois pas au grand remplacement, autant je suis convaincu qu'on a des problèmes d'intégration. De ghettoisation, et on ne peut pas les nier, et elles ont des conséquences économiques. Est-ce que vous êtes confronté à des entreprises qui se disent moi je ne vais pas travailler avec vous parce que c'est trop compliqué, c'est des gens qui sont trop éloignés de l'emploi, qui ont perdu l'habitude de travailler, qui rejettent le modèle français. Enfin, je vous fais la liste de tous les a priori, parfois concrets, parfois réels, parfois fantasmés, qui existent.
Alors aujourd'hui, on est confronté à des entreprises qui sont en général volontaires dans la démarche. C'est-à-dire qu'elles voient dans l'idée le gain pragmatique. Elles ont besoin de personnes, elles voient qu'il y a des personnes motivées, elles se disent oui, moi aussi je veux en être. Après, quand on rentre dans les discussions opérationnelles, sans que ce soit avoué, on sent toujours qu'il y a des préjugés qui sont ancrés, peu importe la conviction de la personne, sur est-ce que les personnes réfugiées ont le droit de travailler. Donc oui, elles ont le droit de travailler. On explique effectivement qu'on accompagne des personnes qui ont le titre de séjour. Est-ce que dans mes équipes, ça va fonctionner? Alors, en général, oui, ça fonctionne. Et on accompagne aussi les équipes, puisque nous, on forme les personnes qu'on accompagne, nos participants, à des sujets de savoir-être, de soft skills, de découverte des codes du travail, mais aussi les équipes qui accueillent. Le sujet, c'est de dire... Est-ce que si les musulmans, je mets les pieds dans le plat, est-ce que si les musulmans, ils vont devoir faire la prière à l'usine? Le cas du religieux, effectivement, du fait religieux à l'entreprise, c'est un cas auquel on est parfois confronté. Ce qu'on voit dans tous les cas, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de barrière qu'on ne puisse pas lever. La seule barrière, elle est mentale. Et notre travail, c'est de montrer qu'à chaque préjugé, on peut avoir une réponse, du temps qu'on ne traite pas le sujet avec tabou, qu'on parle les choses frontalement, et qu'on se donne les moyens d'investir sur le sujet de l'accueil et de l'intégration, qui est en général un impensé depuis des années. Et notre échec, il est juste dû à notre absence de volonté d'être actif pour notre avenir. On est plutôt dans une posture de subir aujourd'hui. Avec une dernière question qui justement nous projette dans l'avenir, avec le réchauffement climatique, les migrations liées au réchauffement climatique font que ces questions qu'on se pose et auxquelles vous commencez à proposer des réponses, elles vont être exponentielles. C'est-à-dire que les portes de l'Europe ne vont pas rester fermées de toute façon. Absolument. On est encore aujourd'hui dans la croyance qu'il pourrait y avoir un monde dans lequel on pourrait faire sans migration. Ce monde, il faut se le dire, il n'existe pas, ce n'est pas réaliste. Donc la seule question qui est face à nous, c'est est-ce qu'on veut faire avec ou est-ce qu'on veut faire malgré? Est-ce qu'on veut choisir notre avenir et en tirer le meilleur, ou est-ce qu'on veut le subir? Nous, on a choisi, en tout cas, de se donner les moyens de réveiller le potentiel des personnes qui sont là, de réveiller le potentiel d'une intégration qui est possible et qu'on voit aujourd'hui au quotidien quand on s'en donne les moyens. Merci beaucoup, Théo Skubla. Bon vent à Each One, voilà, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, l'avenir du tourisme en montagne. Le débat de ce Smart Impact, on parle de l'immobilier tertiaire et je vous présente mes invités. Marie Manac, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire de l'immobilier durable. Julien Bruno, bonjour. Bonjour. Le président, le cofondateur de IQspot. Quelques questions de présentation pour démarrer l'Observatoire de l'immobilier durable. Marie Manac, vous représentez combien d'entreprises, combien de partenaires? On représente un peu plus de 150 entreprises du secteur immobilier. On existe depuis une douzaine d'années. Initialement, on s'est construit par la réunion de plusieurs maîtres d'ouvrage dans le tertiaire qui ont voulu mettre en commun leurs indicateurs et leur consommation énergétique. De là est né notre baromètre de la performance énergétique dont on va peut-être parler. Bien sûr. Et puis depuis, on a élargi nos activités au sujet d'adaptation, biodiversité, eau, reporting, etc. Et IQspot, c'est quoi? C'est un outil de décarbonation du tertiaire, l'immobilier tertiaire? C'est ça, c'est entre autres un outil. On aide les investisseurs en immobilier tertiaire à décarboner leur parc de bâtiments sans travaux et en adaptant, en co-construisant avec eux une action, un plan d'action, une stratégie un peu dédiée en fonction de leur parc immobilier. Donc on n'est pas sur la construction, on est bien d'accord, on est sur l'usage avec vous. Exactement, sur l'usage, l'exploitation du bâtiment avec un outil qui marche concrètement. On va mettre des objets connectés dans les bâtiments pour suivre et piloter les consommations énergétiques. Et ensuite, on a une plateforme qui analyse ces données-là et on a des énergie managers en interne pour aider à concrètement décarboner le bâtiment avec le minimum de travaux. Selon l'ADEME, le secteur du bâtiment représente 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est pas pour la première fois qu'on voit et qu'on vous propose cette statistique. Et à chaque fois, je dis un peu la même chose. Ça veut dire que le secteur est une partie importante du problème, mais aussi de la solution, Marie Manac. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Vous publiez chaque année le baromètre de l'immobilier responsable. Tiens, j'ai une question un peu plus conjoncturelle. Le secteur du bâtiment, il subit une crise assez majeure depuis quoi, un peu plus d'un an et demi. Est-ce que les enjeux environnementaux passent
passe un peu à la trappe quand on est confronté à presque des questions de survie économique, quoi. Oui, bah évidemment, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui viennent se télescoper un petit peu. En revanche, on se rend quand même compte que parmi nos interlocuteurs, il y a une vraie prise de conscience qui a émergé d'une part sur le sujet de la décarbonation, de la compréhension des enjeux énergétiques, mais on a aussi de plus en plus une matérialité des risques qui s'accroît, les risques physiques, l'accès aux ressources par exemple, la biodiversité qui est un peu en déclin. Tout ça, ce sont quand même des choses qui sont prises de plus en plus en compte dans les stratégies des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que la pérennité même des entreprises du secteur peut être mise en jeu par le réchauffement climatique et ses conséquences? Absolument. Enfin, l'objet même de l'immobilier, c'est quand même d'accueillir des usages, d'accueillir des occupants. Donc, à partir du moment où les risques physiques s'accroissent, on a un sujet de résilience des actifs et donc de résilience des entreprises qui gèrent ces actifs. C'est indéniable. Ouais. Est-ce que vous le ressentez, vous, avec vos interlocuteurs? On va rentrer dans le détail des solutions que vous proposez, mais voilà, oui, ok, t'es bien gentil de venir nous proposer des solutions de décarbonation, mais bon, c'est peut-être pas notre priorité en ce moment, quoi. On ressent pas trop que ce n'est pas une priorité. Par contre, on ressent qu'effectivement le secteur est quand même très en crise, que les capacités d'investissement pour mettre en place des choses dans les bâtiments sont beaucoup plus limitées. Mais par contre, l'enjeu est toujours là. C'est une demande de leurs propres locataires, c'est de leurs propres investisseurs qui demandent aussi de rendre des comptes sur tous les aspects ESG. Donc c'est comment combiner ces enjeux qui sont là, mais dans un monde où il n'y a plus trop possibilité d'investir dessus. Vous avez lancé à l'automne dernier une nouvelle offre de pilotage automatique à distance. Comment ça marche? De quoi on parle? Alors c'était pour répondre à un des enjeux réglementaires qui monte, qui est le décret BACS, qui est de mettre en place des systèmes de pilotage de tout ce qui est chauffage, clim, ventilation dans les bâtiments. C'est rentré en vigueur au 1er janvier, c'est ça? Au 1er janvier, exactement, pour les bâtiments. En gros, d'un peu plus de 2500 mètres carrés, donc c'est en fonction de la puissance des équipements, mais voilà. Et donc concrètement, on vient mettre en place des automates connectés à l'intérieur des bâtiments pour cibler les principaux équipements énergivores, la chaudière, le groupe froid, la centrale de traitement d'air, et aider à piloter les horaires de consigne et les températures de consigne pour vraiment adapter les réglages de ces équipements aux usages réels du bâtiment et aller chercher les entre 15 et 20% d'économie d'énergie, finalement, juste en améliorant cet existant. Ça veut dire qu'au-delà de cette nouvelle offre, les solutions que vous proposez avec EcoSpot, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle le GTB, la gestion technique du bâtiment. Il y a pas, c'est des investissements moins lourds qu'une GTB? C'est dans ce même domaine, mais effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus light en termes d'équipement qu'on met en place. La GTB, on peut un peu tout mettre dans ce nom. Dans cet acronyme, on parle souvent plutôt d'investissement entre 30 et 50 euros du mètre carré pour un bâtiment. Donc dans un domaine où l'investissement est très limité, c'est quand même compliqué. Là où nos solutions, on essaye vraiment de les faire rentrer en dessous du 5 euros du mètre carré pour que ça soit beaucoup plus léger en CAPEX pour nos clients. Ouais. En matière de construction, de cycle de vie des bâtiments, Marie-Mana, quels sont encore les progrès à faire? Il y en a eu pas mal de fait depuis plusieurs années. On est souvent partenaires, nous, ici à Bismart et avec Smart Impact du Salon de l'immobilier bas carbone, par exemple. Donc il y a eu des progrès de fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux? C'est sûr que d'un point de vue technologique, technique, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment sur le point de vue de la décarbonation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui pourront expliquer les solutions qu'ils proposent. Nous, à l'Observatoire de l'immobilier durable, on est un peu plus sur le avant la construction, justement, la question de la sobriété foncière, de la sobriété des mètres carrés, tout ce qui va être mixité d'usage, intensité d'usage aussi, en fait, faire en sorte de faire moins, d'avoir peut-être des consommations énergétiques qui sont un peu déplacées pour du coup moins consommer de matériaux aussi, quoi. Alors, prenons un exemple. Avant un projet de construction d'un nouvel immeuble de bureau, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, c'est questionner la question du nouvel immeuble du bureau. Évidemment, est-ce qu'il y en a besoin? Donc ça, c'est des questions... il y a tout un tas de professionnels qui s'emparent de la question en fonction des marchés. Il y a des besoins qui diffèrent. Il y a surtout un parc de bureaux avec plus des millions de mètres carrés vacants qui restent à utiliser. Donc c'est la question de la transformation de la surface, du bon usage. Et donc effectivement, la première question... de son taux d'usage, il y a des heures où il n'y a plus de salariés, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Exactement. Et du coup, tout ce qui est chronotopie, il y a tout un tas de solutions à mettre en place et des acteurs qui se positionnent là-dessus aussi. Donc pour questionner la construction avant même de la mettre en œuvre et trouver des solutions sur les matériaux, par exemple. Est-ce que vous voyez, parce que vous disiez que votre
observatoire, pardon, je cherchais le mot, existe depuis une douzaine d'années, c'est ça ? Quand vous avez démarré il y a 12 ans, Oui. On vous regardait un peu comme des extraterrestres. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde est prêt à monter dans le bus avec vous. Comment vous voyez l'évolution ? On a de plus en plus, en tout cas, la question de l'immobilier durable, elle prend une place de plus en plus importante dans la stratégie des entreprises. On ne s'adresse plus qu'aux personnes qui sont spécifiquement dédiées à ces sujets-là, mais aussi à des personnes qui sont plus dans la stratégie d'entreprise et qui vont vraiment intégrer ça dans leur évolution. Mais de fait, sur les 12 années de l'association, on a vu un changement des mentalités déjà dans les thématiques qui sont étudiées, où on ne va plus parler que des kilowattheures, mais on va parler de tout un tas d'autres indicateurs et de thématiques. Et puis voilà, on sent que les sujets se déplacent. Et les investisseurs, quels qu'ils soient, institutionnels ou autres, ils font leur choix en fonction de ces critères ESG de plus en plus ? De plus en plus, c'est tout l'objectif de la taxinomie, de toute cette réglementation qui pousse à plus de transparence et à plus de reporting extra-financier pour justement... Donc taxonomie, on flèche les investissements vers les secteurs et les activités vertes, on va dire ça comme ça. Exactement. Enfin, en tout cas, ça a donné une définition commune qui n'existait pas auparavant de ce qu'est une activité durable, avec un peu dans l'espoir que mécaniquement, par effet de marché, les capitaux, les investissements vont aller vers justement ces activités durables. Je reviens à votre activité et alors vous disiez, secteur en crise, difficulté d'investir et donc la question qu'on va vous poser tout le temps, c'est quel retour sur investissement ? À quelle vitesse on rentabilise ce que vous proposez ? On a calé justement avec ce monde sans trop de capacité d'investissement, on a calé nous notre propre modèle économique plutôt sur un format d'abonnement, donc qui permet déjà de lisser ça sur beaucoup plus d'années, d'être beaucoup moins compliqué à prendre en œuvre. Mais ce qu'on voit, alors, il y a différents types de retours d'investissement. Il y a sur la facture énergétique, qui n'est pas forcément ce qui est regardé par les investisseurs immobiliers, mais là, généralement, pour 1 euro d'abonnement, on peut gagner entre 3 et 4 euros sur la facture énergétique. Donc, ça permet déjà un premier bon retour sur investissement. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est de plus en plus critique pour nos clients d'avoir justement cette donnée fiable pour répondre aux différents reportings énergétiques. Est-ce que alors il y a évidemment les critères énergétiques, consommation, etc. Est-ce que l'eau, par exemple, vous regardez ça aussi dans les bâtiments dans lesquels vous intervenez ? Tout à fait. On suit l'eau. En plus de l'énergie, on suit également l'eau. Et c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus regardé, suivi. Il y a des reportings un peu obligatoires sur ces sujets-là. Pour l'instant, c'est plus des gens qui veulent aller au-delà de la pure réglementation. Mais le suivi de l'eau, avec détection de fuite d'eau, de prévenir la bonne personne dès qu'il y a un problème, c'est de plus en plus demandé. On parlait de biodiversité. C'est vrai que les critères en matière de biodiversité, c'est plus difficile de comptabiliser son impact positif en matière de biodiversité qu'un bilan carbone. Donc, est-ce que votre rôle, c'est aussi d'aider à inventer ces critères ? C'est beaucoup plus simple pour un porteur ou un acteur immobilier d'agir à l'échelle de son bâtiment, donc sur les questions d'énergie et d'eau par exemple, que d'agir concrètement sur la biodiversité, la pollution, l'adaptation au changement climatique, parce qu'on dépasse l'échelle de l'actif, on est tout de suite à l'échelle du quartier, de la ville, etc. Donc il y a une forme de dilution des responsabilités aussi qui apparaît, et c'est tout l'objectif de l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, se parler un peu à livre ouvert pour définir des normes communes, des objectifs communs et effectivement des indicateurs, ce qui est toute une partie de notre travail, c'est vraiment de définir des indicateurs, y compris sur la biodiversité, pour créer une histoire et se donner des objectifs communs. Est-ce que vous, avec vos solutions, vous entrez dans le bilan extra-financier, la directive européenne CSRD, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà des entreprises suffisamment grandes pour se dire tiens, on va aller voir EcoSpot pour améliorer notre bilan extra-financier ? On a certains clients, des foncières cotées qui mettent ces indicateurs-là dans leur reporting extra-financier. On voit pas mal d'investisseurs qui ont des fonds labellisés ISR, ou pareil, ils sont audités par des auditeurs tiers, et ils mettent également ces données-là dans ces rapports-là, et on voit que ces données sont de plus en plus auditées, d'où le besoin d'avoir de la donnée fiable et complète sur ça, et c'est ce qu'on apporte. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur BeSmart for Change. On passe tout de suite à Smart Ideas sous forme de chronique. Aujourd'hui, une bonne idée venue du Japon.
Smart ID sous forme de rubrique aujourd'hui avec Alexis Mathieu. Bonjour Alexis, bonjour Thomas. Bienvenue dans ce nouvel exercice puisque vous êtes avec Marie Billat, le producteur, programmateur de l'émission. En France, on est fiers de notre soie, du savoir-faire pour en faire des vêtements, mais peut-être que le Japon pourrait nous éclipser. Possible, puisque l'entreprise Spyber s'inspire de la soie d'araignée et non du verre, d'où son nom, pour en faire des vêtements. L'idée, née en 2004 de deux scientifiques, Kazuibe Sekiyama et Junichi Sugahara, a bien prospéré. En 2007, ils fondent cette société qui est aujourd'hui valorisée à 1 milliard de dollars. Elle possède une usine en Thaïlande et s'apprête à en ouvrir une aux États-Unis. Alors, plus précisément, ils fabriquent des fibres protéiques éco-responsables. Je dis ça, je ne comprends pas ce que je dis, donc expliquez-moi. Eh bien, en fait, les fibres protéiques, ce sont de longues molécules de protéines en forme de filaments. Et s'inspirer de la soie d'araignée, ce n'est pas anodin puisque c'est 5 fois plus résistant que l'acier, bien évidemment plus léger et c'est élastique. Alors concrètement, pour créer cette fibre artificielle, on intègre de l'ADN de fil d'araignée dans un micro-organisme qui, une fois nourri au glucose, se multiplie. Kenji Higashi, le directeur du développement durable de Spyber, explique que ce procédé est très proche du brassage de la bière. Et ces micro-organismes sont donc ensuite cultivés, purifiés et transformés en poudre. En quoi cette innovation peut être une alternative écologique, notamment pour le secteur du textile ? Eh bien, selon Kenji Higashi, cette matière aurait une douceur qui s'approche de celle du cachemire et elle pourrait offrir des propriétés proches, des propriétés thermiques et respirantes proches de celles de la laine. Avec ce procédé, on pourrait facilement obtenir des matériaux qui remplacent la fourrure ou le cuir, mais sans élevage et sans plastique et sans plantation de coton non plus. Et on rappelle que selon la fondation Ellen MacArthur, le textile consomme chaque année 93 milliards de mètres cubes d'eau et que l'on considère que cette industrie est la 3e la plus polluante au monde. Et cette entreprise, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait parler, la preuve on en parle aujourd'hui, et puis elle attire aussi, elle attire du monde. C'est vrai, le secteur de l'habillement de luxe en particulier est intéressé. Une collaboration qui a marqué, c'est celle avec North Face. En 2015, ils créent ensemble une parka. Un petit hic, comme la toile d'araignée, elle se rétrécit au contact de l'eau et donc on a très peu envie de passer d'un 42 à un 36. Effectivement, oui. Et donc la copie a évidemment été revue pour en sortir une version améliorée en 2019. Cette fibre, elle pourrait trouver sa place dans d'autres secteurs ? Oui, absolument. On pourrait aussi la retrouver dans les cosmétiques et dans l'automobile. À noter aussi que la marque japonaise de vêtements outdoor Goldwyn entend passer d'ici 2030 à 10% la part de protéines brassées dans ses collections. Alors bon, peut-être qu'à Noël, Thomas, qui sait, on pourra vous offrir des chaussettes en toile d'araignée. Vous ne devriez pas dire ça parce que je vais vous prendre au mot et je vais m'assurer que j'ai bien une paire de chaussettes sous le sapin à Noël. Merci beaucoup Alexis, bravo pour cette première chronique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.